Bonjour tout le monde et bienvenue à On Jase là, l'émission hebdomadaire où l'on vous parle d'un sujet qui nous intéresse. Et donc, bonjour à tout le monde, bonjour Marc-André. Bonjour Clara. Bonjour Sam. Bonjour. Bonjour Rosemary. Bonjour. Alors, aujourd'hui, encore une fois, un programme assez chargé. On va commencer par présenter le sujet de la semaine. Samuel, tu vas nous parler de logiciels open source et logiciels libres. Ouais, ben en fait, souvent, on va avoir tendance à confondre les deux, le logiciel libre et le logiciel à code source ouvert. J'en fais partie. Voilà. C'est pas On va faux. démystifier le tout. On va démystifier le tout, mais chose est que ce n'est pas tout à fait faux que de mélanger les deux. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui occupe notre quotidien, qu'on le veut ou non. Je pense que pas mal tout le monde a un logiciel sur leur ordinateur qui utilise ce genre de logiciel. Donc, je pense que ça a un certain poids, il y a un enjeu derrière ça. Puis c'est pour ça que je trouvais ça important de vous en parler aujourd'hui. Bon ben, excellent, comme dit Marc-André, tu vas nous démystifier ça. Très hâte de t'entendre à ce sujet-là. Marc-André, tu vas nous parler de musique cette semaine. Ouais, exactement. En fait, je vous parle du dernier album de Franz Ferdinand, Always Ascending. Donc, Franz Ferdinand, groupe qui a connu une grande popularité au milieu des années 2000 avec leur premier album, chanson Take Me Out en particulier. Et puis, bon, on va voir où ils sont rendus maintenant. Bon ben, excellent. Très hâte, moi aussi, de t'entendre parler à ce sujet-là. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, Rosemary, ce soir, qu'est-ce qu'on boit? Ce soir, on boit une bière de Brasseurs du Monde, donc Brasseurs du Monde qui vient de Saint-Hyacinthe. Donc, il s'agit de la bière à table. C'est une ale ambrée forte, bon, forte 7%. Puis, c'est ça, cette bière-là, personnellement, je connais Brasseurs du Monde depuis très longtemps. J'ai goûté vraiment plusieurs de leurs bières et je l'avais jamais vue en magasin. Je l'ai vue cette semaine, tout récemment. Donc, j'ai cru bon y goûter, la découvrir avec vous. Donc, c'est ça, il s'agit d'une ale ambrée forte qui a une effervescence quand même assez prononcée. Moi, c'est ce qui m'a frappé en À premier. punch? Oui, quand même, surtout en Punch. Mais quand même bref aussi, hein? Oui, ça s'estompe vite, mais sur le coup, ça peut surprendre un tout petit peu. Ce qui me surprend aussi, c'est que malgré ces 7% d'alcool, on sent pas vraiment l'alcool, ce qui peut parfois être traître un peu. On a tous eu des soirées où ça a été très. Exactement. Selon moi, c'est vraiment une bière très conviviale qui se partage bien, puis qui est, premièrement, le format est idéal pour ça, c'est une 750 ml, donc idéal à partager. C'est, selon moi, aussi une bière à boire particulièrement lors de repas. D'ailleurs, elle est qualifiée de bière de bouffe par Brasseurs du Monde. Donc, c'est vraiment une bière qui a été pensée pour accompagner les repas, idéalement. Ben, juste au goût, je me vois difficilement boire ça comme je boirais une blonde d'été ou un... Pourtant, c'est quand même une bière qui est très goûteuse. Oui. Mais c'est ça, moi je la vois très bien accompagnée sur un ragoût, un bœuf braisé, Une grosse la pièce de comfort viande, food, là. vraiment. Steak! Ouais, c'est une pièce de viande, puis encore là, ça après, là. Ouais, donc c'est ça, c'est vraiment, selon moi, c'est une bière complexe, mais qui reste quand même accessible à tous. Puis il y a vraiment le côté plutôt épicé qui ressort de la bière dû au fait qu'elle est brassée avec plus de 16 herbes et épices. quand Donc même. de là, le petit côté... Plus que le poulet du colonel, ça. Plus, en effet. Donc c'est ça, c'est la bière que je vous présente cette semaine. Ma conclusion, c'est une bonne bière qui se boit seule, mais je pense, oui, en effet, peut-être mieux encore pour accompagner un bon repas. Peux-tu me rappeler le nom, s'il te plaît? C'est À table de Brasseurs du Monde. Donc, en termes d'accord, mes bières à partager avec un gros steak. Donc, on retient ça. Nous Voilà. nous excusons auprès des végétariens. Cette émission, Un on gros peut pas tofu l'écouter. aussi. Non, gâché. Désolé, Un gros tofu aussi, ça fait la Gros tofu avec un Gros os, tofu avec bien- l'os encore, là. Bien braisé, là. Avec des haricots rouges puis ben du mensonge. Merci beaucoup, Rosemary. Très goûteuse. Merci beaucoup pour cette belle découverte. Ben, ça me fait plaisir. Donc, maintenant que nous sommes en très bonne compagnie alcoolisée, Samuel, les logiciels. Logiciel libre. Donc, petit rappel pour ceux qui n'ont pas écouté l'émission 0, je suis développeur, je programme dans la vie, j'écris du code. Puis, je trouvais ça intéressant de vous amener ce sujet-là parce que moi-même, j'y suis quotidiennement, pas de façon déterminante, mais de façon régulière. J'ai fait face aux possibilités en fait qui s'ouvrent quand que tu développes des produits en informatique, d'avoir accès
à du code que d'autres gens ont écrit, ont déployé des ressources pour le construire, pour ensuite qu'il se retrouve diffusé à l'ensemble des développeurs de toute la planète. C'est très facile aujourd'hui d'avoir accès à du code. Donc, juste pour mettre en contexte, quand tu parles de code, tu parles de langage informatique. Exactement. Lorsque je parle de code, je parle de tout ce qui est écrit et lu par un humain pour exécuter en fait des instructions et des commandes sur un ordinateur. D'accord. Donc, derrière une page web, on retrouve du code HTML. Par exemple, le code HTML, c'est une définition, une série de mots et d'expressions associées avec des symboles sur lesquels on peut donner comme différentes significations qui ensuite sont interprétées par exemple, votre navigateur sur votre téléphone, sur votre ordinateur, puis pour ensuite générer une page qui est agréable à regarder. D'accord. Donc, tout d'abord, faire la distinction entre le logiciel libre, le code à source ouverte, ou plus généralement connu sous le nom de open source. C'est deux trucs qui sont différents, mais qui sont quand même intimement liés. Le logiciel libre est défini selon la Free Software Foundation comme étant un logiciel dont l'utilisateur est libre d'exécuter, de copier, de distribuer, d'étudier, de changer et d'améliorer le logiciel. Lorsqu'on parle de logiciel libre, en anglais, on va dire free software, ce qui porte à confusion parce que free veut dire deux choses en anglais. Ça veut dire libre, ça veut dire gratuit. Et une expression qu'on retrouve souvent que Richard Stallman, celui qui a établi les principes du logiciel libre, il aime bien décrire en disant « free as in liberty, not as in free beer ». Excellent. La nuance est importante parce que dans le fond, le logiciel non libre, donc le non-free software, donne le pouvoir sur l'utilisateur du développeur, de celui qui diffuse son produit. Je suis sûr que vous avez déjà fait face à un logiciel que vous deviez installer et que avant de pouvoir lancer la copie des fichiers sur votre dispositif, vous aviez à lire un document absolument immense et d'une clarté absolument c'est un texte ridicule. Les fameuses conditions d'utilisation. Les fameuses conditions Le fichier, lisez-moi. Et qui est l'affaire qu'on lit jamais. Là. Exactement, mais c'est ce qu'ils appellent les conditions de l'utilisateur final, qui est un document juridique qui explique tous les droits et toutes les responsabilités que l'utilisateur a par rapport au logiciel. Ça n'a pas toujours été comme ça dans l'histoire de l'informatique, même qu'à une certaine époque, les logiciels étaient livrés avec le code source. Parfois même, le code source n'était même pas compilé. Ça veut dire que le code qui est lisible par un humain est transformé en code machine, donc des 0 et des 1. Des 0 et des 1. Il est réinterprété par la machine. Donc, le code pouvait être transmis et être interprété exactement sur le moment par la machine. Donc le code source, c'est vraiment essentiel parce que c'est ce qui permet en fait de faire... C'est la base de tout programme. On a besoin d'écrire du code pour un logiciel, puis on va retrouver des codes sources qui appartiennent à des compagnies ou à des individus, et on va retrouver des codes sources qui appartiennent pas au domaine public, c'est important de le préciser. Il y a toute une série de licences qui viennent protéger ces codes-là selon certains principes juridiques. Je vais en parler un petit peu plus tard. Mais essentiellement, ce code-là, vous y avez pas nécessairement accès lorsque vous exécutez par exemple un logiciel comme Photoshop ou un logiciel pour écouter de la musique par exemple. J'imagine que c'est en faisant cette distinction-là qu'on est capable de faire la distinction entre ce qu'on appelle les logiciels propriétaires et les logiciels libres, open source. Exactement. C'est exactement la comparaison la plus manichéenne qu'on peut faire, là. Puis, ce qui est particulier avec le logiciel libre, c'est qu'il y a tout un mouvement autour de ce principe-là qui s'oppose de front au logiciel propriétaire en disant comme quoi le logiciel propriétaire, c'est mal. Ça, il y a une dimension à ça très engagée politiquement, là. Tout à fait. Puis c'est là qu'elle est vraiment la nuance avec l'open source. Tu aurais quoi, par exemple, comme exemple de logiciel propriétaire puis de logiciel libre? Ben, par exemple,
sur votre ordinateur, vous avez sûrement Microsoft Windows comme système d'exploitation. Un système d'exploitation, dans le fond, c'est une des premières choses que l'ordinateur exécute comme programme. C'est ce qui va comprendre, en fait, tout ce qui vous permet d'accéder à des fichiers, de vous connecter à des périphériques, de faire en sorte que vous allez être capable d'ouvrir un fichier dans un programme et de l'envoyer à l'imprimante. Ça, c'est le rôle du système d'exploitation. Comme le nom l'indique, le système d'exploitation exploite le matériel qu'il a à sa disposition pour pouvoir justement servir son utilisateur, rendre l'utilisation plus facile aussi. Donc Windows va être un exemple. Windows est un exemple de logiciel propriétaire. À l'opposé, peut-être que vous en avez déjà entendu parler de GNU Linux. Oui. C'est la base d'un système d'exploitation qui est libre. Donc, lorsque vous avez un ordinateur, vous pouvez installer légalement, en tout droit, une copie de GNU Linux que vous auriez obtenue d'un tiers quelconque sans avoir à devoir quoi que ce soit à personne parce que c'est un logiciel dit libre. C'est un système d'exploitation qui est la combinaison de beaucoup d'outils informatiques recueillis ensemble. Là, Linux et GNU étaient deux choses séparées qui ont été unifiées pour former un écosystème complet comprenant des solutions informatiques comme par exemple, on va retrouver sur GNU Linux la série OpenOffice qu'on retrouve aussi sous Windows qui est un autre logiciel libre qui remplit les mêmes fonctions en fait que Microsoft Office. Donc c'est une suite bureautique avec traitement de texte, feuille de calcul, équivalent PowerPoint. Exactement, des diaporamas, puis toute base de données, etc. Donc c'est une alternative finalement, mais qui est libre, donc qui est développée par des programmeurs qui acceptent que leur code soit diffusés et qu'eux-mêmes ne soient pas les propriétaires exclusifs de ce code-là. Je vous parlais de logiciels libres. Bon, ça, c'est des exemples. Un autre exemple aussi très connu, c'est Android. Android, techniquement, ce serait un logiciel libre dans une certaine mesure. Le code source d'une bonne partie d'Android est ouvert au public, donc c'est possible à la maison, par exemple, en ayant le bon logiciel, en ayant les bons outils, d'accéder au code, de générer du code machine par la suite, de générer une application et de l'installer sur son téléphone. Vous pourriez créer votre propre version d'Android selon les modifications dont vous avez envie d'intégrer au logiciel. C'est par là qu'on indique que c'est un logiciel libre. En général, un logiciel libre, son code source va être libéré, donc va être ouvert, mais un code source ouvert ne garantit pas que le logiciel, en résultant, va être libre. Par exemple, récemment, Microsoft ont lancé un environnement de programmation qui s'appelle Visual Studio Code, qui est basé sur du code open source qu'eux-mêmes ont développé, mais le logiciel en tant que tel, avec toutes ses composantes, il n'est pas libre dans son entièreté. On ne peut pas dire que c'est un logiciel libre parce que même si son code source est disponible et que les gens peuvent l'utiliser pour développer leurs propres outils, le produit final appartient quand même à Microsoft et l'utilisateur a certaines obligations à l'égard de ce logiciel-là. Ça reste malgré tout un logiciel dit propriétaire parce que juridiquement et politiquement parlant, ça appartient à Microsoft. Exactement. Puis même si le code source à l'origine, il est un code issu d'un langage libre, il reste que c'est la propriété intellectuelle numérique qui en fait un logiciel propriétaire. Exactement. Est-ce que c'est là que le open source viendrait un peu contrecarrer cette présence-là propriétaire? Ben, en fait, c'est ça. L'open source, le logiciel reste open source dans la mesure où est-ce que son code est accessible quand même. Okay. Les gens peuvent aller lire le code, peuvent prendre le code, le modifier, générer une nouvelle version, mais ils n'auront jamais le droit de dire, par exemple, qu'il s'agit de Visual Studio. C'est le nom du logiciel. Ils ne pourront pas dire que c'est ça parce qu'il y a un branding, il y a un nom enregistré, il y a certaines technologies qui appartiennent à Microsoft derrière ça. Un autre exemple aussi que je trouve encore meilleur, que vous utilisez à tous les jours, c'est Google Chrome. Le navigateur de Google, c'est un navigateur qui est dit open source, mais qui n'est pas libre parce que même si les sources sont accessibles à n'importe qui, le logiciel, tout, qu'est-ce que je dirais, l'emballage finalement, il appartient à Google.
Tu ne peux pas diffuser sur Internet un logiciel que tu appellerais Chrome parce que ce serait du vol de propriété. Tu n'as pas le droit de faire ça. Même si le code, finalement, il est accessible et que tu pourrais faire ta propre version de Chrome. Donc, si je comprends bien, ce qui fait la différence entre les deux, le logiciel libre et le logiciel open source, c'est qu'à la base, le code source est libre, mais dans le cas du logiciel libre, il n'y a pas de propriété intellectuelle détenue par une compagnie ou une entreprise quelconque, alors que du côté des logiciels open source, il peut y en avoir une. Exactement. D'accord. Exactement. Il y a quand même une certaine nuance parce qu'ils vont quand même utiliser tout ce qui est les droits d'auteur, etc. pour bien construire les licences derrière un logiciel libre. Parce que dans la loi, c'est pas quelque chose de... Si c'est pas du domaine public, puis c'est pas souhaitable non plus que ce soit du domaine public parce que les gens pourraient l'exploiter puis l'utiliser à des fins... parfois monétaire ou à détourner l'utilisation de l'œuvre. Je dis œuvre, mais bon, du code, c'est l'œuvre d'un auteur, d'un programmeur, d'un développeur ou d'une équipe. Donc, c'est un travail qui a une certaine propriété intellectuelle de rattacher à ça, en ne le rendant pas du domaine public, mais en y attribuant une licence qui offrirait en fait certains droits à n'importe quel utilisateur. Ça le protège davantage, du moins ça lui donne un cadre d'utilisation qui est peut-être un peu moins flou que justement celui du domaine public, par exemple. Puis c'est pour ça qu'on va retrouver toute une panoplie de licences qui sont disponibles sur laquelle on va apposer certaines obligations à l'utilisateur par rapport à ce logiciel-là, mais des obligations du genre, tu te dois de redistribuer le logiciel tel que tu l'as eu, puis sans charger rien à personne. Alors que, par exemple, quelqu'un avec un logiciel du domaine public, s'il le grave, il a le droit de le vendre parce que son produit, c'est pas le logiciel en tant que tel, c'est le disque sur lequel a été gravé le logiciel. Enfin, il y a toute une philosophie derrière, il y a un besoin, en fait, d'encadrement juridique derrière ça quand même, malgré tout. À l'époque, dans les balbutiements de l'informatique, quand que les universités, les instituts de recherche, etc. étaient les seuls clients, finalement, les seuls utilisateurs de l'informatique. C'était un peu particulier parce qu'on était dans un environnement où est-ce qu'il n'y avait pas vraiment de droit, de propriété intellectuelle sur le logiciel. Les logiciels étaient partagés à travers les différentes équipes, à travers les universités, étaient envoyés sur des cartes à punch ou d'autres... Là, on parle des années 60-70, même avant ça. On là, parle entre les années 50 et 70. Les ordinateurs sont pas encore en réseau. Là, on parle de gros terminaux. Okay. On parle de terminaux avec des ce qu'on appelle des mainframes. Exactement. Okay, d'accord. On parle de l'époque, justement, où est-ce que c'était vraiment inaccessible, impensable pour le commun des mortels, le logiciel. D'accord. Mais à cette époque-là, le partage des logiciels, des programmes, c'était quelque chose de très fréquent, de très naturel entre les institutions. Puis c'est vraiment lorsque les compagnies qui développaient le matériel ont senti que, ont vu en fait que le coût matériel diminuait alors que le coût de développement des logiciels montait, que là, il y a comme eu un changement de balance. Alors qu'à la base, les systèmes d'exploitation étaient distribués avec la machine, provenaient avec la machine, puis chaque compagnie le développait parce que c'est des systèmes qui étaient beaucoup plus simples que les systèmes qui sont venus par après. Ça leur dérangeait pas, ça faisait partie des coûts matériels que de développer le logiciel puis de livrer la machine avec un logiciel embarqué. Mais quand ils ont vu que les logiciels coûtaient de plus en plus cher à développer, ils ont commencé à charger pour ces logiciels-là, puis à demander à ce que le copyright, le principe de brevet, etc., soit appliqué aussi sur les travaux développés en informatique. Puis c'est vraiment là, au courant des années 80, après plusieurs... il y a eu des procès antitrust contre IBM, etc., Microsoft plus tard aussi, mais c'est à travers ça que justement, il y a eu des gens qui ont senti le besoin de s'opposer à ça parce qu'ils voyaient justement que le partage libre de ces informations-là, de ce pouvoir-là, finalement, du code, puis surtout, en fait, l'emprise que l'utilisateur conserve sur le produit qu'il utilise, qui était en train de le perdre à travers ça, le besoin, justement, de réagir à ça à travers un mouvement comme le mouvement du logiciel libre, est apparu. Quand le capitalisme naît, il faut toujours s'attendre à ce que de la résistance s'organise. C'est exactement ça. C'est vraiment une lutte très... c'est très économique. Très économique. C'est très économique. C'est ça qui naît dans les années 80 avec la propriété intellectuelle qui commence à prendre le pas sur la créativité.
dans un sens. C'est l'exploitation de c'est cette créativité-là, si on veut, pour en faire un profit, justement. Puis maintenant, je veux dire, on a une bonne partie de l'économie qui repose sur cette propriété intellectuelle-là. Puis les logiciels sont un bon exemple de ça. Puis on le voit partout. Ouais. On le voit vraiment partout. Puis le travail nécessaire aujourd'hui pour développer des applications, tout ça, vu que les besoins sont de plus en plus... On est de plus en plus exigeants sur ce qu'une application est capable de faire. Puis ça nécessite de plus en plus de ressources. Puis bon, aujourd'hui, une simple puce va coûter 5$, puis le code qu'on va faire rouler sur cette puce-là va il vaut 1000 fois plus. Bien plus. Cela dit, c'est quand même ironique, puis comme d'une certaine façon, les défendeurs du logiciel libre ont gagné. C'est que lorsque le besoin est venu d'avoir des solutions informatiques qui étaient moins coûteuses, le besoin de pouvoir jouer dans du code qui nous appartenait pas se faisait de plus en plus criant, entre autres à l'époque de la bulle Internet, puis de la montée de la libéralisation de l'informatique à travers la population. Ça a fait en sorte que ces besoins-là ont forcé un peu la donne dans la mesure où est-ce que les solutions libres qui étaient présentées devenaient vraiment alléchantes pour, par exemple, une petite compagnie qui se lance en affaires et qui n'a pas beaucoup de moyens. D'ailleurs, à une certaine époque, au début des années 2000, le logiciel de serveur web le plus utilisé, c'était Apache, qui était un logiciel libre, justement. Qui a repris OpenOffice il y a quelques années, si je me rappelle. Oui, c'est la fondation Apache qui ont pris sous la régide OpenOffice. Donc, ça reste que c'est la communauté qui le développe quand même. Oui. Là. Si toi, tu apprends à coder et que tu as envie de t'impliquer dans le projet, c'est possible de t'impliquer aussi. Puis c'est vraiment la force, en fait, du logiciel libre, c'est que la communauté, à 7 ans, c'est des amateurs, c'est des enthousiastes qui s'adonnent à un passe-temps en travaillant sur du code, en déboguant ces logiciels-là, puis en faisant des revues de code aussi pour leurs pairs, qui font avancer ces projets-là. C'est du bénévolat. Parce que c'est ça, en fait. Pour le commun des mortels qui sait pas trop qu'est-ce que c'est faire la différence entre le code, qui est le langage qui est interprété ensuite par le logiciel qui peut ensuite peut servir l'utilisateur, ça te paraît un peu abstrait ça, mais il faut savoir quand même qu'il y a toute une effervescence là-dedans aussi. Ça forme des communautés. Il y a une communauté open source sur Internet. Tout à fait. Puis il y a une communauté logiciel libre aussi, puis il y a une opposition entre les deux parce que le logiciel libre vise beaucoup sur la philosophie derrière justement les droits de l'utilisateur, alors que l'open source, les communautés plus open source voient beaucoup plus l'aspect utilitaire. Puis c'est quoi la différence dans les deux? C'est quoi la philosophie, par exemple? C'est ça. Le logiciel libre se veut beaucoup plus axé justement sur les privilèges, les droits de l'utilisateur par rapport à son logiciel, alors que l'open source, ce que ça permet, c'est d'avoir accès à du code et de pouvoir le réutiliser dans son application pour éviter d'avoir à réécrire la même chose régulièrement. Par exemple, quand que Google ont développé le système Android pour les téléphones, mais au lieu de partir de la base et de développer tout un système d'exploitation qui aurait coûté excessivement cher à développer, qui aurait pris beaucoup de temps, à développer, ils ont décidé d'utiliser une solution qui était open source, dont le code source était ouvert, et de l'adapter à leurs besoins. Puis, en plus, en ouvrant leur logiciel à la communauté, ils ont l'opportunité, en fait, de pouvoir utiliser les bonnes idées et de les intégrer à leur logiciel pour offrir par la suite un meilleur produit, finalement. L'open source ne t'empêche pas quand même de rendre propriétaire ton logiciel, mais en l'ouvrant, tu te permets, en fait, d'utiliser des aspects, pas des aspects, mais je veux dire des parties de code qui viennent d'ailleurs sans avoir à payer des droits ou quoi que ce soit, vu que ça appartient à peu près à tout le monde. Ça peut vraiment être une façon de faire avancer l'innovation au final dans certains aspects. Si tu as plein d'équipes un peu partout, de personnes un peu partout qui vont travailler là-dessus, puis là ils s'échangent les idées, puis un va focusser sur un aspect plus précis, puis ça peut vraiment aider à faire avancer d'autres logiciels puis d'autres idées avec ça aussi. Là. Mais aujourd'hui, c'est absolument impensable de développer une solution informatique sans avoir accès à ces outils-là, parce que lorsque tu veux faire de quoi qui est relativement demandant en termes de programmation, mais qui est une tâche qui est répétée souvent dans les logiciels qu'on retrouve aujourd'hui, bien,
c'est pas efficace que de développer du nouveau code. Pour ça, on va préférer essayer de trouver une solution qui existe déjà puis de l'intégrer à son code. Donc là, tu as le choix d'aller vers des solutions payantes parce que tu as encore des compagnies qui développent justement ce qu'on pourrait dire des modules, des blocs de code que tu peux intégrer à ton logiciel pour accélérer ton développement. Mais tu peux aussi avoir accès à tout un éventail d'outils et de modules disponibles qui sont de source ouverte, de source libre. Puis c'est là que je voulais en venir, faire un lien avec mon travail. Dans mon contexte de tous les jours, je développe des solutions informatiques pour l'industrie, puis c'est absolument... J'utilise justement des fois de ces modules-là parce que c'est absolument impensable que je prenne, qu'on déploie des ressources de 2, 3, 4 personnes pour développer un aspect de notre logiciel juste pour faciliter la tâche. Ce serait dur, surtout aujourd'hui, là, avec l'effervescence que ça a, de se montrer compétitif si on se mettait à développer absolument tous les aspects de notre logiciel sans utiliser ces espèces de morceaux-là qui sont disponibles. Fait que quand tu dis que c'est un espèce de vecteur d'innovation, tout à fait, on s'en sortirait pas aujourd'hui. Puis c'est là c'est quand même fascinant parce qu'il y a vraiment une lutte entre les gros joueurs qui étaient des fervents défenseurs du logiciel propriétaire, comme par exemple Microsoft, au point où est-ce que Steve Ballmer, un des anciens PDG de Microsoft, a déjà affirmé que les licences GPL, qui sont les licences de logiciels libres de la fondation, justement Free Software Foundation, c'était le cancer de l'informatique. Donc il ne mâchait pas ses mots. C'est le cancer de leur profit. Ben, c'était parce que c'était considéré comme une menace, justement, parce qu'eux autres aussi voulaient faire dans le serveur, etc. Puis, avec les solutions libres qui étaient disponibles, ben, ils se sentaient menacés. Mais aujourd'hui, ils voient bien avec des compagnies qui réussissent comme Facebook ou Google qui utilisent massivement le logiciel libre pour faire avancer leurs produits, comme quoi il y a un fort intérêt à développer dans ce sens-là. Puis est-ce que tu sais, au sein de la communauté, comment c'est perçu quand justement tu as un géant comme Google ou Facebook, tu sais, certaines des compagnies les plus riches du monde au final, qui servent de ça pour faire du profit? Est-ce que c'est mal perçu? Est-ce que certains droits sont rendus en termes de reconnaître justement c'est du logiciel libre, c'est cette gang-là qui ont fait ça, puis merci? Est-ce que... Ben... C'est un peu dur à dire, parce que dans la mesure où est-ce qu'ils utilisent ces produits-là pour développer un nouveau produit que les gens adoptent, c'est un peu particulier. Il n'y a pas vraiment de réticence, je pense, de la part des développeurs, parce que plus souvent qu'autrement, les développeurs qui ont développé ces solutions libres de droit-là, ben c'est des employés chez Google ou chez Facebook ou dans ces compagnies-là. Tu as des compagnies aussi qui vont allouer du temps à leurs programmeurs pour qu'ils travaillent sur ces projets-là. Des projets personnels, ouais. Ben, pas juste des projets personnels, ils vont dire on a ce projet-là qui est libre, vraiment juste pour ça, qu'on veut diffuser à la communauté, mais que nous autres on pourra en bénéficier, donc je te mets une charge de temps là-dessus. Microsoft tend de plus en plus vers ça justement à relâcher certaines parties de leur code parce qu'ils voient qu'il y a un potentiel à laisser les gens de l'extérieur y toucher puis à ce qu'il y ait un partage des connaissances pour l'innovation. Puis ces développeurs-là qui développent ces blocs de code-là, dans un sens, ils l'utilisent, bon, c'est clair, s'ils délèguent de leurs propres employés pour les développer, ils vont en bénéficier ultimement, mais dans un sens qu'on peut dire qu'ils capitalisent là-dessus, si ensuite ils le laissent à la communauté? Ben, je sais pas trop qu'est-ce que tu veux dire par capitaliser là-dessus, dans la mesure où est-ce que le but en libérant leur code, c'est qu'il y ait d'autres personnes qui le prennent puis qui le fassent avancer pour que les autres puissent bénéficier de ça. Ouais, capitaliser peut-être pas le meilleur terme, mais c'est-à-dire ce bloc de code-là, il n'est pas estampillé Microsoft. Il n'y a pas la marque Microsoft dessus. S'ils le relâchent à la communauté, puis si ça reste du code libre. Ben, ça reste que c'est pas du domaine public. Il y a quand même des licences par rapport à ça. Je veux dire, il n'y a pas quelqu'un qui pourrait prendre ce code-là puis le revendre ailleurs. Mais en faisant ça, eux autres, c'est parce que quelque part, quand ils relâchent du code, c'est probablement parce qu'eux-mêmes ils en ont utilisé d'ailleurs aussi. Okay. En utilisant le code, en utilisant des blocs de code qui viennent d'ailleurs, eux n'ont pas le choix de se conformer à justement certaines obligations qu'ils ont à l'égard du module, par exemple, qu'ils auraient emprunté. Puis eux autres, leur code, ben, ils doivent rendre disponible la partie qu'ils ont utilisée pour le reste de la communauté. Souvent, ça devient complexe que de jouer avec des parties que tu dois ensuite relâcher, puis tant qu'à ça,
relâche tout ton code, les gens vont travailler dessus, il y en a qui vont vouloir le réutiliser, puis peut-être qu'ils vont justement t'amener des nouvelles idées puis te faire avancer ton code encore plus loin. Facebook, ça a été construit pratiquement exclusivement sur du logiciel libre à la base, puis aujourd'hui, ben, ils développent des solutions pour faciliter justement tout l'aspect visuel, dynamique de Facebook. Tu sais, une page Facebook, tu n'as pratiquement pas besoin de faire un rafraîchissement de la page. Toutes les données sont affichées en temps réel. Il y a les boîtes de chat aussi qui apparaissent. Mais eux, ils ont développé des outils pour pouvoir afficher ça puis que ce soit plus facile à développer. Mais aujourd'hui, ces outils-là sont disponibles. Moi-même, j'en utilise dans mon quotidien au travail pour développer. Puis concernant cette disponibilité-là, là on parle d'une disponibilité qui est pas juste d'ordre, j'ai quasiment envie de dire, esthétique, c'est-à-dire que bon, il y a l'équivalent de Microsoft Office en logiciel libre open source avec OpenOffice ou LibreOffice, qui est vraiment le pendant logiciel libre de Apache OpenOffice, qui lui est le pendant open source, d'après ce que je comprends. Oui, effectivement. Mais le fait est qu'il y a quand même, tu parlais de licence tantôt, il existe une licence Microsoft Office, sauf qu'elle est payante. C'est ça, mais Microsoft Office n'utilise pas de code libre qui a besoin de relâcher par la suite. Okay. Donc, vu que c'est juste du code propriétaire, ben, le logiciel est entièrement propriétaire à ce moment-là. Okay. Et par exemple, on prend Google Chrome, une bonne partie du code est du code source ouvert. Donc, eux doivent redistribuer le code qu'ils ont utilisé pour la communauté, puisque c'est ça que la licence demande. Mais s'ils développent une partie du code exclusivement à l'interne pour leur navigateur, ben, ils ne sont pas obligés de diffuser cette partie de code-là. Donc, ça devient un logiciel qui n'est pas libre. Mais propriétaire. Il devient propriétaire, exactement. Mais ces logiciels propriétaires-là, il en demeure pas moins qu'ils vont devoir débourser, ultimement, pour pouvoir l'utiliser. Et moi, je m'excuse de revenir sur le plan économique, mais mettons qu'on a, je reprends cet exemple-là, l'exemple de la suite Office. Si on a l'équivalent de Microsoft Office en logiciel libre, que tu peux utiliser avec les mêmes fonctionnalités, voire même la même apparence, la même esthétique, la même interface, mais non seulement en logiciel libre, mais d'un point de vue économique, gratuitement. Est-ce qu'il n'y aurait pas là un manque qui pourrait être comblé sur le plan financier? Moi, j'essaie d'imaginer sur le plan, je sais pas moi, sur le plan d'une... Je me prends par exemple une petite moyenne entreprise, une PME, qui aurait besoin d'une suite bureautique pour faire du traitement de texte, pour faire des apporamas de présentation. Si cette entreprise-là voit qu'il y a un potentiel d'utilisation dans un logiciel libre et que de surcroît il n'y a pas à débourser, ben est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là? Est-ce que les logiciels propriétaires à ce moment-là, ils n'ont pas un pas de retard? Puis je me retourne vers toi, Marc-André, parce que je sais que tu as travaillé déjà là-dessus. Ouais, ben exactement. Puis on va aller beaucoup plus gros que la PME. On va aller à l'échelle gouvernementale. Puis justement, dans le cadre de ma maîtrise, 2 ans, j'ai fait un travail sur l'utilisation de logiciels libres au sein du gouvernement puis du Québec pour voir est-ce qu'il y aurait avantage à utiliser ça. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai comparé les coûts du statu quo, les coûts si jamais on passait de la suite Microsoft Office à LibreOffice, et si on passait de Microsoft Office à LibreOffice et de Windows à Ubuntu, qui est une forme de Linux en fait. Oui. Et qui est un système d'exploitation. Qui est un système d'exploitation, exactement, merci. Puis en fait, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait une excellente recherche qui a été faite par l'IRIS, donc l'Institut de recherche... Socio-économique. J'ai oublié le deuxième I. L'Institut de recherche... Mon Dieu Seigneur, je me rappelle plus. Mais bref, enfin, un excellent organisme. Ouais, c'est ça. Puis qui avait fait une recherche en 2013, puis ce qu'il avait vu, c'est qu'avec les contrats de Microsoft qui avaient été signés, je pense en 2012, ça revenait à 1,4 milliard de dollars pour le renouvellement de licence. 1,4 milliard par année? Ça, c'était le renouvellement de licence. Pour Windows XP à une version plus à jour. Parce qu'à l'époque, Windows XP était en fin de vie. Il arrêtait le support technique. Donc, tout ce qui était les vulnérabilités de Windows. Donc, il n'y avait pas le choix de passer à un système d'exploitation. Je pense qu'il était passé à 7 à ce moment-là. Si je me trompe pas. Oui, parce que c'est vrai. Il est à savoir que les licences ne sont pas mises à jour annuellement, mais c'est par tranche de 3-4 ans, je pense.
Pour les logiciels. 3, 4 à 5, ça dépend. Puis justement, donc, ce renouvellement-là pour Windows et aussi pour Office à ce moment-là. Donc 1,4 milliard de dollars. Et ce que l'IRIS avait vu en faisant des estimations assez conservatrices, c'est qu'en utilisant le logiciel libre, donc en utilisant justement une suite Office et un système d'exploitation libre, on sauvait au bas mot 260 millions à chaque renouvellement de licence. Donc c'est à peu près 20%. Mais ce que j'ai vu en fait, c'est quand on fait des recherches puis qu'on regarde ce qui a été fait dans d'autres pays, comme par exemple en Finlande ou en France avec la gendarmerie française, ça pourrait être encore plus que ça. Avec le cas de la Finlande, on parle de 70% d'économie. Oh, quand même. Donc c'est énorme. Puis ce que j'ai fait dans ma recherche, c'est que je voulais voir, ok, mais est-ce qu'il y a vraiment un désavantage dans ce cas-là à utiliser le logiciel libre, par exemple en termes de sécurité? Parce que justement, on se dit, si le code est ouvert et que tout le monde peut le voir, est-ce qu'il n'y a pas justement un risque de... les pirates aussi peuvent le voir, ça va être plus facile à pirater. Mais en fait, ce que j'ai vu dans mes recherches, c'est qu'il y a... C'est juste un préjugé, ça. Il n'y a aucune donnée qui montre ça. Et en fait, puis même ça peut être plus sécuritaire de servir ce logiciel libre parce que justement, tu vas avoir une communauté qui va être établie autour. Il y a une transparence. Il y a plus de transparence, il y a plus de gens qui vont voir le code, puis qui vont voir les erreurs dans le code, qui vont voir les bugs et qui vont pouvoir justement réagir plus rapidement que pour un logiciel propriétaire. Donc là, imaginez, si en plus, tu as la force de l'État, la force du gouvernement qui est derrière, puis qui développe leurs propres spécialistes, qui transforment leur logiciel. C'est ce que la gendarmerie française a fait, on faut créer leur propre version d'Ubuntu pour justement s'adapter à leurs besoins. Puis là, après ça, je me dis, la sécurité, c'est pas vraiment un enjeu dans ce cas-là. Mais ok, peut-être l'adaptation, je veux dire, on est quand même, ça fait quand même 30 ans que vraiment c'est Microsoft qui domine en termes de suite Office, puis en termes de système d'exploitation. Parce que ça serait quoi les coûts pour former les fonctionnaires à apprendre ça, ça serait-tu... C'est sûr que c'est des coûts sur le court terme, puis après ça, tu n'as plus ces coûts-là. Puis en fait, ce qu'on avait vu dans une autre expérimentation qui s'était faite à Munich, si je me trompe pas, c'est qu'il n'y avait aucun coût qui a été relié à vraiment à des délais de formation. Parce qu'évidemment, c'est sûr qu'il y a des formations à donner. Oui, tout à fait. Mais le passage d'un système à l'autre, c'est vraiment fait sans heurts. Parce que vu que le code est ouvert, les programmeurs ont pu modifier l'apparence du système d'exploitation ou de la suite pour ressembler à ce que Microsoft faisait déjà. Comme c'est le cas avec la suite LibreOffice, OpenOffice. Exactement. Donc en fait, quand je suis arrivé à la fin de ma recherche, l'idée c'est de faire comme une recommandation justement sur quoi faire. Puis j'ai été, malgré tout un peu conservateur, j'ai dit ce que je recommanderais c'est de faire seulement le passage de Microsoft Office à LibreOffice, juste parce que ça prendrait beaucoup plus de temps à faire aussi le changement de système d'exploitation. Donc, puis à la limite, commençons par LibreOffice, l'opération se fait bien, ça prendrait 2 à 3 ans. Après ça, il n'y a rien qui empêche de passer puis d'aller de changer aussi le système d'exploitation. Puis là, les économies pourraient être encore plus grandes. Tu vas avoir des coûts plus élevés au début à cause du changement, mais dès que tu arrives à ton prochain renouvellement de licence, c'est des millions et des millions qu'on sauverait. Puis à travers ça aussi, l'intérêt du logiciel libre, c'est que vu que le logiciel est accessible par tout le monde, il y a possibilité aussi de développer une économie ici à travers le choix d'établir, justement de propager un logiciel comme par exemple OpenOffice ou Ubuntu, parce que là, étant donné qu'il y aurait des besoins de support informatique et que pour un logiciel propriétaire, le support va être pratiquement exclusif à la compagnie qui fournit le logiciel, mais là on a la possibilité d'avoir un support qui va être plus local. Donc par exemple, une petite entreprise ou une moyenne entreprise qui se spécialise en logiciel libre, comme par exemple support OpenOffice, support Ubuntu, ils vont être en mesure de répondre puis ils vont être locales. Exactement, c'est ce que j'avais vu justement en faisant mes recherches, c'est que c'est ça qui est arrivé dans d'autres pays. Il y a plein de PME qui ont été créées pour venir offrir ce support-là qui n'était plus offert par un Microsoft ou un Oracle de ce monde, tu sais. Puis ce qui est intéressant aussi à noter dans le cas du Québec, c'est que malgré le fait, ok, donc on voit qu'il y a des raisons de le faire, puis le gouvernement semble quand même être au courant parce qu'il y a depuis 2011-2012, il y a une loi qui fait en fait que le logiciel libre doit être considéré au même titre qu'un logiciel propriétaire quand vient le temps de faire des appels d'offres. Donc il y a une reconnaissance. Il y a une reconnaissance. Mais le problème avec ça, c'est que malgré tout, il y a toujours des appels d'offres. En fait, il y a toujours une absence d'appel d'offres qui se fait. Il y a des renouvellements de contrats qui se fait, ce qu'on appelle de gré à gré. Donc directement avec Microsoft, sans même essayer d'autres alternatives. Puis il y a un rapport du vérificateur général datant de 2015 qui disait justement que c'est un problème.
C'est une drôle de contradiction, effectivement. Ouais, puis il y a eu un moratoire pour pas qu'il y ait des achats qui se fassent sans justement qu'il y ait d'appel d'offres. Puis au final, il y en a quand même qui sont faits quelques mois plus tard à l'Assemblée nationale pour les ordinateurs des députés puis du personnel politique. Il y a visiblement un manque de vision et de volonté. Mais il y a un début parce qu'ils ont quand même mis une loi en place, ils ont créé un organisme pour faire de la recherche sur le logiciel libre puis pour aider justement à faire une transition, mais au final, il n'y a aucune action qui se fait. Puis tu sais, je vous parle de tout ça, puis ça date justement de quand on avait que le gouvernement libéral était en place, puis c'était les mesures d'austérité, ils cherchaient à couper des dépenses, puis il y avait une dépense facile à faire avec plein de bonnes raisons de le faire, puis ils le faisaient pas. Rose, tu disais? Oui, ben en fait, je me demandais, depuis tantôt, on énumère que de bonnes raisons à peu près de faire l'échange au logiciel libre. Je me demandais vraiment à plus petite échelle, là, admettons qu'on revient à l'utilisation pour un seul utilisateur. Est-ce qu'il y aurait certains désavantages quand même à utiliser, par exemple, LibreOffice? Je pense, par exemple, dans mon cas, moi dans la vie, je suis traductrice, puis j'utilise souvent beaucoup de modules d'extension qui sont complémentaires à Word. Je pense par exemple à Antidote, je pense à Adobe Reader. Est-ce que c'est des modules qui sont également disponibles dans le cas des logiciels libres? C'est ça un peu l'autre côté de la médaille, c'est qu'étant donné que les compagnies qui ont eu un certain monopole, comme par exemple Microsoft avec la suite Office, ont développé des solutions qui sont devenues un peu universelles puis un peu standards. Donc, lorsque les compagnies développaient des logiciels, ben ils achetaient un kit de développement pour avoir accès justement à certaines parties du code, disons façade si on veut, par exemple pour Office, puis développer des logiciels, des espèces d'extensions, d'ajouts, ce qu'on appelle des fois des plugins pour ces logiciels-là, et déployer des ressources là, pour développer pour ce logiciel-là en particulier. Ça pose problème parce que là, si on se tourne vers des alternatives libres qui sont moins populaires, ben on va pas retrouver ces greffons-là. Or, Antidote le fait par contre, par exemple. Oui? Oui, Antidote était disponible il y a quelques années, en tout cas pour OpenOffice. Puis là, ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelle version d'Antidote, donc je pourrais pas dire, mais je serais pas surpris que maintenant soit par exemple avec LibreOffice qu'il n'y a plus vraiment le dessus là-dessus. Je pense que oui. Parce que pour le vendre moi-même à la librairie où je travaille, Antidote, la seule différence par rapport aux versions antérieures, c'est des ajouts. Il y a jamais rien qui... Quand tu passes dans une version plus récente d'Antidote, tu ne perds rien des fonctionnalités premières. Et sauf erreur, le plugin en question, il est conservé dans la dernière version d'Antidote. Okay. Le seul risque avec ça, c'est que lorsque tu développes un plugin pour un autre système, il faut que tu continues de l'entretenir parce que le système continue d'évoluer en parallèle. Si toi, tu n'entretiens pas ton logiciel puis que tu fais pas le portage de ton code vers l'autre plateforme, ce qui est normal lorsqu'on passe par exemple d'un système d'exploitation Windows à un système d'exploitation Linux, ben ça se peut que éventuellement, considérant les coûts versus le gain, ben ça soit abandonné parce que c'est 95-99% de ta clientèle l'utilise exclusivement sur Office / Windows. Ben c'est pour ça justement que je pense que pour avoir un changement, il va falloir que ça passe par le gouvernement et les institutions publiques. Imaginez si on est tous allés à l'Université de Montréal puis ils ont eu une entente qui a coûté je sais pas combien de dizaines de millions, si c'est pas des centaines, avec Microsoft pour que ça ait avoir la suite Office. Puis là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben pendant que tu étais étudiant, tu avais accès à la suite Office 365. Fait que tu sais, il instituait, si on veut, cette continuité-là, justement, de se servir de Windows puis de la suite Office. Mais imaginez si on commençait à l'école primaire sous Linux puis LibreOffice. Ben, aujourd'hui, on fait exactement le contraire. Aujourd'hui, c'est quoi qu'on installe dans les classes? C'est des iPads. Ouais. C'est des iPads à grandeur. Fait que la personne est là, elle interagit pour la première fois avec un appareil électronique. Puis on lui met ça dans les mains parce que c'est l'avenir. Puis je dis rien contre ça, là. Je veux dire, je suis d'accord avec le fait que si tu veux être à l'aise quand tu vas sortir de l'école, il va falloir que tu sois capable de taper rapidement puis d'être efficace sur un ordinateur. Ça va être dur de t'en sortir dans la vie dans 10-15 ans si t'es pas habile sur une plateforme électronique. Cela dit, si on fait juste montrer aux gens à utiliser un iPad, ben ils vont arriver sur le marché du travail puis qu'est-ce qu'ils vont exiger? Un iPad. Ben, c'est ça. Puis quand je regarde mon parcours scolaire, moi j'ai quelques exceptions près toujours eu
des formations, des cours d'informatique sur des logiciels de Microsoft, ben, aujourd'hui, même si je suis quand même habile avec un ordinateur, ben, je vais avoir une propension à aller vers des outils que je connais, donc d'aller vers des outils de Microsoft. Donc, même si l'alternative libre existe, puis que je le sais que fondamentalement, pour plein de raisons, ce serait un choix logique d'aller vers ça, je suis un peu prisonnier des produits auxquels je suis habitué. C'est pour ça qu'au final, je pense que ça serait vraiment c'est quasiment un choix de société de se dire que le gouvernement doit se dire ok, mais maintenant on ouvre, c'est quasiment d'ouvrir la place à la compétition pour marcher. Ouais. Parce qu'en ce moment, on est juste dans une situation de dépendance. Si Microsoft décide demain qu'il monte les prix pour le renouvellement de la suite Office, qui double les prix, ben le gouvernement il est un peu fourré. Là. C'est ça qu'il va y aller. Puis on est vraiment dépendant de ces compagnies-là. Même chose avec les iPads. Puis il y a plein d'autres exemples. C'est pas juste gros méchant Microsoft, vraiment pas. Non, vraiment pas. Mais c'est l'exemple le plus facile à comprendre. Puis je parle justement, il faut qu'il y ait une ambition de dire, ben maintenant on commence à faire ce changement-là. C'est une question vraiment d'indépendance numérique. Là. Ben, je trouve ça intéressant justement que tu parles de contrat et surtout de choix de société. Sam, plutôt dans le segment, tu as dit un mot très intéressant qui est celui de transparence. Là où il y a vraiment une confluence entre le côté pratique, technique du logiciel libre et la dimension politique du projet, c'est le fait que c'est cette exigence-là de transparence, non seulement dans sa technicalité à travers le code source, mais également dans les décisions qui sont prises relatives à l'adoption d'un tel code ou d'un logiciel qui prend un tel code comme base. Je tiens juste à préciser, quand je parle de gouvernement, je parle du gouvernement du Québec et non de mon employeur. Merci de préciser. Je veux juste être... Merci pour la précision. Je veux juste être sûr, je peux juste me backer. T'as un point intéressant, puis dans un exemple qui pourrait être très concret, ce serait d'avoir ces logiciels-là, d'avoir accès au code, puis aux outils finalement de développement qui sont gratuits, donc qu'on a juste à payer la main-d'œuvre et non pas les outils pour y avoir accès. Ben, on embarque des gens sur ce logiciel-là pour qu'ils l'adaptent à notre réalité, tout ça. Puis justement, l'intérêt d'une indépendance technologique, c'est l'idée comme quoi, s'il y a un bug, s'il y a un problème avec le logiciel, ben on ne dépend pas d'une seule compagnie qui va peut-être offrir un soutien informatique. Parce que ton logiciel est trop ancien, donc tu dois repayer pour avoir accès parfois aux mêmes fonctionnalités finalement. Ben là, tu as des gens qui sont sur place et qui sont en mesure de eux-mêmes de corriger le problème. Puis qui payent de l'impôt ici. Et qui payent de l'impôt ici. Ça, c'est un autre... Je pense que c'est un autre sujet dans lequel on pourrait parler très longtemps. Mais il y a ce côté-là aussi. Là. C'est l'aspect communautaire, justement, du logiciel libre qui fait en sorte que tu deviens maître de tes propres moyens là-dedans au lieu de dépendre d'une compagnie étrangère. Puis je pense que juste pour ça, c'est quelque chose sur lequel on devrait vraiment se pencher. Je suis bien content d'en avoir discuté avec vous. Je vois que je vous ai allumé avec le sujet. Ben, c'est un sujet qui est peu facile parce que de comprendre la nuance, comme les différentes couches entre le logiciel et la machine, de comprendre qu'il y a du code entre les deux puis que ce code-là, c'est pas obligé d'appartenir à une seule personne, que ça peut... c'est une notion... C'est le travail d'introduction au début, justement, que je trouve que tu as bien fait de... Ben, comment on vulgarise ça. Puis j'espère que les gens à la maison m'ont bien suivi aussi. Je m'excuse si ça n'a pas été. Faites pause, reculez de 22 minutes. Non, c'est la beauté de ce médium-là. C'est effectivement l'une des grandes beautés. Grande beauté aussi de ce domaine-là que tu as réussi avec brio à démystifier, Sam. Merci beaucoup. C'était super intéressant. Je me tourne maintenant vers Marc. Tu vas nous parler d'affaires complètement différentes, encore que je peux peut-être me tromper. Franz Ferdinand. Oui, effectivement, assez différent. Ça va calmer nos neurones un peu pour la fin de l'émission. Donc c'est ça, Franz Ferdinand qui a sorti leur 5e album, Always Ascending. Puis en fait, c'est leur premier en près de 5 ans. Depuis... ça fait longtemps qu'on les a pas vus sur la scène musicale. C'est ça, leur 4e album, c'était Right Thoughts, Right Words, Right Action, qui était sorti en 2013. Puis fait à noter aussi, c'est que c'est leur premier album sans le guitariste Nick McCarty, qui était là depuis le début du groupe. Okay. Et en fait, c'est leur premier album sans la formation originale. Donc vraiment avec un changement de membre. On est en droit, les fans sont en droit de se poser des questions sur quel impact ça va avoir musicalement. Ils ont été recrutés 2 nouveaux membres, entre autres un claviériste qui a participé justement à l'enregistrement de l'album et un 5e membre qui est là seulement pour la tournée. C'est la première fois qu'il y a vraiment un claviériste
attitré au groupe. Avant, ça pouvait être on the side, il y en avait un qui en faisait un peu. Donc garder ça en tête, c'était vraiment important pour le reste de la chronique, pour parler de l'album. Puis bien que je viens de dire que c'est leur premier album depuis 2013, ben c'est pas totalement vrai. Parce que le band en fait a fait une collaboration avec le groupe Sparks en 2015 sous le nom de FFS. Donc Franz Ferdinand Sparks, ou surtout un jeu de mots avec l'expression anglaise for fuck's sake. Donc Sparks, c'est un groupe qui existe depuis les années 70. Ils sont durs à classifier. Pour les qualifier d'art rock, il y a un côté glam rock, new wave, donc ils ont quand même évolué dans leur carrière. Ils sont reconnus pour être très théâtrales dans leurs prestations, donc un drôle de bébite. L'instrument principal, c'est vraiment du piano, puis la voix du chanteur qui est très aiguë, donc qui vient vraiment les caractériser. Je les connais pas trop, donc ma connaissance se limite surtout à ce qu'ils ont fait avec cette collaboration-là, puis la curiosité d'aller voir quelques autres titres. Mais c'est assez spécial. Il faut vraiment d'aller voir, juste jeter un coup d'œil. Donc FFS a lancé un album en 2015, puis ça faisait une dizaine d'années que les deux groupes se parlaient, puis qu'ils voulaient faire quelque chose, qu'ils s'échangeaient des démos, puis qu'ils n'avaient pas le temps parce qu'il y avait d'autres projets, puis finalement, ça finit par arriver. Et ça a été un de mes albums préférés en 2015, je vous recommande vraiment d'aller voir ça. C'est un mélange le mélange de sonorité des deux groupes fonctionne vraiment bien. T'écoutes ça, pis c'est comme t'as pas l'impression d'écouter deux groupes qui font quoi ensemble, c'est vraiment un seul groupe. Ça fonctionne vraiment bien. En particulier, je vous recommande d'écouter la chanson Piss Off. Donc l'expression qui est comme va chier, mais avec une musique joyeuse en arrière, c'est que c'est vraiment, ça marche super bien. La chanson Jolly Delusional aussi, qui a été le premier single de l'album. Et la chanson Collaboration Don't Work, c'est une chanson en fait qui va dans toutes les directions pendant pas loin de 7 minutes et où, comme le titre l'indique, les deux bands expriment leur frustration quant au fait de collaborer. Oh wow! Formidable mise en abîme. Mais au final, la tune fonctionne super bien. Mais là, pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Parce que là, tu nous parles d'un album, mais tu parles d'un album de Franz Ferdinand. Pourquoi je parle de tout ça? Donc en fait, on ressent quand même l'influence de Sparks puis de cette collaboration-là au sein sur quelques chansons de l'album. Quand on écoute la discographie de Franz Ferdinand, quant à moi, il faut inclure cet album-là de FFS parce que ça vient vraiment s'inscrire dans la continuité du groupe, puis Always Ascending fait vraiment une belle suite à ça. L'album s'ouvre en fait avec la pièce titre, qui est aussi le premier single de l'album. Puis c'est une chanson qui commence tranquillement avec seulement du piano, puis des voix en arrière-plan qui répètent la même phrase, un peu comme un mantra, pendant près d'une minute. Ce qui fait très FFS justement, qui avait ce côté-là de prendre le temps, l'aspect piano aussi qui était très présent. Puis ensuite, il y a une montée avec du synthé en arrière-plan qui devient de plus en plus présent, ainsi que la voix du chanteur qui embarque finalement. Et finalement, on se rend juste à une explosion sonore avec le drum et le synthé qui est maintenant vraiment en avant-plan dans la chanson, qui est vraiment très présent dans le mix. Puis les gars, tu sais, vous me connaissez, je suis comme vraiment pas un danseur, mais j'écoute cette chanson-là, puis quand ça part, t'as juste le goût de danser, là. OK. On veut une démonstration. c'est bien plate que le podcast soit juste audio. Mais le rythme est vraiment entraînant, puis ce que j'aime aussi de cette chanson-là, c'est qu'ils ont pris un certain risque. Alors qu'elle dure plus que 5 minutes, c'est seulement la deuxième chanson du groupe qui dépasse cette durée-là. On est vraiment habitué à un Franz Ferdinand qui fait des chansons relativement courtes, punchées, mais là, ils ont vraiment réussi à sortir de leur formule, puis c'est probablement la meilleure chanson de l'album. Donc ça vaut vraiment des tours. Je trouve que c'est un très bon choix pour un premier single. Par ailleurs, la chanson la plus longue était sur leur troisième album, Tonight Franz Ferdinand, qui est sorti en 2009. Puis je pense qu'il y a des liens à faire aussi avec ces deux albums-là. Tonight, il y avait un son plus électro, influencé par le New Wave, avec beaucoup de synthé. Puis jusqu'à présent, c'était le seul album de Franz Ferdinand qui avait vraiment un son comme ça, aussi assumé. Puis Always Ascending vient vraiment s'inscrire plus dans cette continuité-là, dans ce son-là, ça vient faire un lien à ça. Tandis que le quatrième album, Right Thoughts Forward Right Action, le faisait un peu moins, c'était plus un son plus classique des deux premiers albums, donc on pense à des chansons comme Take Me Out ou Do You Want To sur le deuxième album. Là, on voit vraiment qu'ils retournent à ce qu'il avait fait avec le troisième, puis qu'ils reprennent un peu à partir de là. Tout une genre Dark of the Matinee. Pas un petit peu sur certaines chansons, mais ça on est plus dans ce que j'appellerais le son classique de Franz Ferdinand. D'accord. On est plus dans du Know You Girl sur le troisième album, Ulysses en particulier. Puis c'est ça, en fait, on retrouve vraiment un beau mélange de ces deux styles-là, du côté plus classique puis du côté plus électro de Franz Ferdinand sur ce nouvel album-là, mais on va quand même ailleurs aussi. Il est vraiment pas réchauffé, je trouve. Donc, sur Always Ascending, on est vraiment ça, dans le style New Wave, électro. Je vous dirais d'écouter, comme mentionné précédemment, la pièce titre de l'album. Il y a la chanson aussi Glimpse of Love.
qui donne une impression d'électropop des années 90. Durant le refrain, ça sonne peut-être pas bien dit comme ça, mais ça marche. Il y a aussi la chanson Feel the Love Go qui me fait penser un peu à ce qui se faisait dans la musique rock au milieu des années 2000, des groupes comme The Killers, The Bravery, ou encore Mobile, pour ceux qui se souviennent de ce groupe montréalais-là qui a duré à peu près 3 mois. Mais cette espèce de son-là du milieu des années 2000 avec quand même beaucoup de synthé, une guitare un petit peu moins présente. C'est encore un style un peu dur à décrire, mais je pense que quand on va penser à ce son-là, à cette période-là de la musique, c'est ça qui va nous venir en tête en termes de rock. Comme autre band, est-ce que tu me parlerais genre de Phoenix ou MGMT ou ben, Savant, Spar? Sam, c'est le segue parfait parce que je m'en venais à ça un peu justement. Ce qui est intéressant, c'est que justement quand j'écoutais l'album, le synthé, l'utilisation de synthé me faisait beaucoup penser à Phoenix justement. Puis en faisant mes recherches, ce que j'ai vu, c'est que l'album a été produit par un des collaborateurs de Phoenix. Ah! Donc je pense que ça va t'intéresser. Je sais que t'aimes quand même beaucoup cette bande-là. Ouais, c'est ça. Mais ça peut peut-être aussi vous donner justement une idée du son que ça a, puis de l'influence que le band a eu. Collaboration doesn't work, you're right. Ce que j'aime aussi de cet album-là, c'est qu'on reconnaît Franz Ferdinand malgré ces changements-là qu'ils ont fait. Malgré cette évolution-là, le groupe vient pas perdre son identité. Il y a des chansons comme Finally qui ouvrent sur un riff de guitare typique de Franz Ferdinand, qui nous rappelle justement ce côté-là plus classique du groupe. Cette chanson-là, elle aurait pu être sur le premier ou deuxième album, puis ça aurait marché totalement. Même chose pour la chanson Paper Cages, qui est une de mes préférées sur l'album. Une autre chanson aussi de laquelle je voudrais parler, qui s'appelle Huck and Jim, qui est probablement la chanson la plus étrange de l'album. Dans le fond, le chanteur dit qu'il veut aller aux États-Unis pour aller prendre une grosse bière avec 2 personnages d'un livre de Mark Twain. Ok. Puis en même temps, il leur parlerait du système de santé universel puis d'assurance sociale du Royaume-Uni. Donc, on s'entend que les États-Unis n'ont pas de système de santé universel puis le système d'assurance sociale est assez défaillant. Non. Donc, la chanson est remplie de critiques comme ça, à peine voilées ou des fois un peu étranges sur les États-Unis. Mais la référence aux États-Unis va plus loin aussi parce que ça se reflète vraiment dans la construction de la chanson. Il y a vraiment des références à la musique américaine. Par exemple, dans le pré-refrain, il est pratiquement rappé, ce qui est pas quelque chose que Franz Ferdinand fait. Puis ça fait penser un peu à du rap de la fin des années 80, début 90, à cause de la mélodie qui est faite par la guitare, puis le rythme de drum qui est là. Je vous conseille vraiment d'écouter. Puis un autre exemple aussi, c'est le refrain où quand la guitare embarque, ça me fait penser à du Weezer, qui est un groupe américain, donc du Weezer des belles années, du temps de l'album-là, puis tout ça. La façon que la présence de la guitare, le rythme qu'elle a, ça fait vraiment... C'est vraiment très style de musique américaine, rock qui se faisait au milieu des années 90. Donc c'est vraiment une chanson qui vaut le détour, mais ça prend quelques écoutes, parce qu'elle est bizarre, elle se promène dans les styles, comme elle évolue justement, cette chanson-là. Encore là, ce qui fait penser un peu à ce que FFS avait fait. Finalement, l'album se termine sur une ballade, Slow Don't Kill Me Slow, qui vient clore parfaitement l'album. Je trouve qu'il est en fait en réflexion avec l'ouverture, avec la pièce Always Ascending. Comme une boucle. Ouais, vraiment, parce que elle a sensiblement la même durée justement qu'Always Ascending, puis elle se termine sur une longue outro à la fin, tandis que l'autre, on commençait avec une longue introduction. Cette outro-là aussi, elle a un son un peu progressif, puis ça donne vraiment l'impression que tu es dans un rêve, donc tu te réveilles tranquillement. Il y a vraiment quelque chose d'envoûtant dans cette pièce-là. Donc, j'ai vraiment pas beaucoup de bémol sur cet album-là. Ben, ça paraît. Ouais, je pensais, ouais, ça paraît. Puis, il y a un certain creux vers le 3/4 de l'album, puis même là, tu sais, c'est rien de dramatique. Je pense pas qu'il y a pas de chansons qui sont mauvaises en tant que telles. Je pense que c'est plus un mauvais positionnement des chansons. J'aurais peut-être changé l'ordre un peu. Mais le pire défaut du disque, c'est la pochette, qui est vraiment laide. Elle est vraiment laide. On dirait que ça a été fait avec Word Art en 98. Oh mon dieu, ok. C'était à ça que ça me faisait penser. Puis je trouve ça décevant un peu parce que Franz Ferdinand a toujours eu une esthétique. Ils ont toujours fait attention à l'esthétique du groupe, que ce soit dans les pochettes justement ou dans leurs clips. Le clip de This Fire, par exemple, qui est dans un style avant-garde russe, début de l'URSS, qui était l'esthétique que le groupe était vraiment allé chercher depuis ses débuts. Puis là, on sort de ça. Ce qui est correct qu'ils fassent d'autres choses, mais c'est juste plate que ça soit quelque chose d'aussi drabe puis vraiment pas inspirant. C'est drôle, mon souvenir des pochettes de Franz Ferdinand, c'était pas des pochettes qui sortaient tant de l'ordinaire. Ben, il était simple, mais il y avait un petit côté design qui était là. C'est surtout les pochettes des singles en général qui étaient plus... que là, on allait dans quelque chose d'un peu plus flyé. Puis c'est dans les clips aussi que là, on le voit.
Mais bon, je pense que pire comme défaut, on peut dealer avec ça. Si on est là pour l'écouter, pas pour le voir l'album. Fait que bref, c'est un excellent album, je pense que ça paraît de la façon que j'en parle. Puis il alterne bien les chansons au style un peu différent. Donc justement, ce côté-là classique de Franz Ferdinand versus le côté plus new wave, plus électro. Mais au final, il trouve quand même le moyen d'être cohérent. Donc ils viennent pas se perdre là-dedans, ce qui aurait quand même été un risque avec ce genre d'expérimentation-là. Puis vraiment, c'est une très bonne idée, je trouve, pour le groupe d'aller chercher un claviériste à part entière. C'est vraiment une addition importante puis pertinente pour cet album-là. Un album décidément assez éclaté, d'après ce que tu nous en as dit, mais qui semble en avoir vraiment pour tous les goûts. Autant parmi les fans plus récents de Franz Ferdinand que pour les plus anciens. Ouais, je pense que n'importe qui a aimé Take Me Out en 2004 devrait juste jeter un coup d'œil à ça. Peut-être une oreille. Ouais, donc jeter une oreille. Jetons des oreilles. Donc ça s'appelle Always Ascending, c'est de Franz Ferdinand, leur dernier album. Merci beaucoup Marc-André. Ça fait plaisir. Et bien, ma foi, mes chers amis, c'est ce qui conclut cette émission d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir été aussi prolixe dans vos explications et dans l'intérêt que vous avez donné à vos sujets. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés pendant tout ce temps-là. L'épisode le plus long. Ouais, notre épisode décidément le plus long depuis qu'on a commencé, tout à fait. On vous mettra tous les liens naturellement sur notre page Facebook de dernier album de Franz Ferdinand et de FFS aussi, on va en profiter. On vous rappelle que le podcast est disponible sur iTunes, Google Play, SoundCloud, YouTube. Faites-nous signe si jamais il y a d'autres plateformes où vous aimeriez l'avoir, on va regarder ce qu'on peut faire. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Merci beaucoup chers auditeurs, merci beaucoup Samuel, Marc-André et Rosemary, et à la prochaine!